études hospitalières en interne. Là, je vais m'étaler sur le territoire algérien donc pour déceler au fait les réalités de l'organisation territoriale de l'offre de soins. Nous nous sommes donc intéressés à ces thématiques pour deux raisons importantes. La première, c'est que dans le cadre de développement et notamment dans le développement territorial, la santé est une préoccupation majeure en tant que facteur du développement ou indicateur de celui-ci. L'autre raison, c'est que l'offre de soins et territoire engendre une série de constatations qui mettent en relief les inégalités. Ça veut dire que quand on parle du territoire, automatiquement, il faut penser aux inégalités territoriales. Bon, je passe directement à l'offre de soins et territoire. Donc, j'ai dit, approcher la santé dans un cadre territorial n'est pas chose facile, du fait que la santé, d'abord, il faut le comprendre, ce n'est pas le seul apanage du secteur de la santé, mais dépend aussi d'autres déterminants qui influencent donc l'état de santé des populations. Donc, il y a toute une série de questions qui doivent se poser en amont plus qu'en aval au niveau du territoire. Ça veut dire quel a été l'état de santé de la population avant qu'elle va vers l'hôpital. Donc, il ne faut pas, au fait, se limiter au présentéisme épidémiologique, mais beaucoup plus se poser des questions par rapport à des déterminants socio-économiques qui influencent l'état de santé des populations. Bref. Donc, le système hospitalier et la théorie des lieux. Donc, là j'ai voulu faire un survol théorique et adapter un petit peu certaines théories qui ont traité de la géographie de la santé. Parce que quand on parle du territoire, il faut penser à la géographie de la santé. Donc, là, nous nous sommes intéressés à une théorie très, très spécifique qui traite plutôt de l'organisation des villes dans le cadre de l'aménagement du territoire. Donc, la théorie des lieux centraux qui a été élaborée par Christaller et a été reprise par la suite par Zif, puis Pichoral en 2001 et Fautelier et Vigneron. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Là, j'ai essayé de déceler les éléments qui se rapportent directement au secteur de la santé. Donc, l'organisation des espaces selon les aires d'attraction des villes. Ça veut dire chaque espace doit être organisé selon ce qu'on appelle le niveau d'attractivité de cette ville. L'attractivité en elle-même, il faut le comprendre, dépend d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, donc la hiérarchisation des villes s'établit selon le degré de spécialisation des services offerts, le degré de compétence, le degré d'équipement, le niveau de services offerts, etc. Donc, qui rend la ville plus attractive. Plus la ville elle est plus attractive, plus elle accueillera un nombre important de la population. Dans ce cas-là, il faut aussi ajouter, il faut penser aussi au développement démographique dans un espace ou un territoire donné. Et là, j'ai repris aussi le modèle de Christaller dans le cadre de l'organisation spatiale des hôpitaux. Donc, selon Christaller, ce qu'on appelle la trame hospitalière, ou bien l'implantation des hôpitaux au niveau d'un territoire, suit le même modèle que l'organisation des villes et la hiérarchisation des villes. Donc, ça c'est en théorie, là il y a un équilibre extraordinaire qui permet justement une desserte extraordinaire de la population. Mais la réalité est tout autre. D'ailleurs, même lui, il a souligné en sa théorie. Donc là, c'est quand il y a un équilibre, une répartition qui se rapporte il met en évidence l'hiérarchisation, qui se rapporte ce qu'on appelle à la compétitivité et à la complémentarité entre les villes. Donc là, on l'a appliqué au secteur de la santé. Et puis, il dit aussi, à un certain moment, il suffit par exemple, à un point donné, il y ait un service clinique, par exemple, qui est ouvert ou qui a été, pour une raison ou une autre, fermé. Donc, ça va créer ce qu'on appelle une macrocéphalie. Une macrocéphalie, en fait, par analogie à la macrocéphalie en médecine, qui est l'augmentation extraordinaire et importante du volume de la tête d'un individu par rapport aux autres individus du même type et du même sexe. D'accord? Mais néanmoins,
là, c'est la macrocéphalie urbaine. Ça veut dire quoi? Je vais l'expliquer. Donc là, c'est quand il y a un équilibre. Ça veut dire qu'on a des hôpitaux de taille moyenne, il y a une complémentarité. Donc il y a un équilibre au niveau de la desserte. Par contre, il suffit à un point central. Par exemple, là, je citerai le cas de CHU. Nous, en Algérie, par exemple, nous avons le CHU Messafa. Le CHU Messafa, c'est des structures hospitalières extraordinaires qui regroupent toutes les compétences de très haut niveau, un équipement technologique de très haut niveau, et de fait, donc, elle attire toutes les populations et atrophie donc le développement des structures hospitalières voisines. Et parler aussi, il y a un autre principe important qu'il faut souligner, quand on touche au territoire, il ne faut pas oublier de parler du principe de subsidiarité. Ça veut dire avoir au niveau local ce qu'on appelle un niveau pertinent de l'action publique. Ça veut dire délocaliser, décentraliser. Donc la subsidiarité, c'est quoi? C'est le souci de veiller à ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut l'être fait plus efficacement à une échelle plus faible. Donc, en théorie, donc nous distinguons trois types de subsidiarité. Donc, nous avons la subsidiarité théorique où il y a le respect des différents niveaux de recours aux soins. Puis nous avons la figure B et C qui représente la subsidiarité fragmentée pour une raison ou une autre. Ça peut être par exemple l'absence d'un échelon intermédiaire tel qu'un hôpital régional pour coordonner entre les différentes institutions hospitalières d'un même territoire. Comme ça peut être aussi ce qu'on appelle, il peut aussi être le choix personnel du patient pour une raison ou une autre, manque d'équipement, manque de ressources, manque de compétences, etc. Il y a aussi, et c'est plus important, qui crée le déséquilibre au niveau d'une région, c'est la subsidiarité des tournis, et c'est plus fréquent, surtout par exemple c'est nous en Algérie. Donc on déserte toute une région, et on va carrément vers une autre région qui offre des soins de qualité meilleure et une prise en charge en matière de soins de meilleure qualité du fait qu'elle concentre l'ensemble des compétences et l'ensemble des équipements de très haute technologie. Donc, nous avons, à travers cette théorie, essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement en Algérie. Donc, quelle est la situation en Algérie? Quelles sont les mesures prises pour réduire ces inégalités? Parce qu'effectivement, il y a eu une prise de conscience par rapport à un territoire, à la création des territoires. Quelles sont les insuffisances des dispositifs qui ont été mis en place? Parce qu'il y a eu donc des dispositifs, mais il y a des insuffisances qu'il faut souligner. Donc, globalement, à travers ces statistiques, nous pouvons dire que l'état de santé, les différents indicateurs qui sont ici, le taux brut de mortalité, le taux de mortalité maternelle, l'espérance de vie à la naissance, le taux de mortalité infantile, ces indicateurs très très importants qui attestent justement de l'amélioration de l'état de santé des populations. Mais ça reste à l'échelle globale parce qu'il y a des différences et il y a des situations très très mitigées au niveau local. Donc, pour l'évolution démographique, effectivement, il y a une évolution démographique, mais qui n'est pas, au fait, c'est beaucoup plus un effet, pas une cause. Pourquoi? Heureusement. Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est par rapport à la réduction de la mortalité qui a été à l'origine du développement, justement, de la situation économique de la population. Pourquoi? Parce que là, en parallèle, nous constatons que la natalité, qui était de 3,39% en 62, a baissé jusqu'à environ 1,8%. Et ils ont prévu, les prévisions qui ont été faites avec des études actuariales, donc d'arriver à 1,2 et 1,4 en 2007. Mais ce qui s'est passé au fait, non, il y a eu un rebond en 2015. Il y a eu donc ces prévisions sont à éliminer. Là, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau des territoires? Donc là, j'ai mis les territoires
comme expression d'une réalité sanitaire diversifiée selon les zones géographiques. Les inégalités géographiques. Donc pourquoi j'ai traité, pourquoi plutôt j'ai repris ce schéma pour expliquer au fait l'accès inégalitaire à la deuxième phase de transition démographique. La deuxième phase de transition démographique, non, nous avons donc la première phase de transition démographique, donc une forte natalité, une forte mortalité. Donc le passage à la deuxième phase de développement démographique, donc il y a une baisse, les deux avec un équilibre. Mais il y a des situations, maintenant donc actuelles, donc c'est carrément la baisse importante des mortalités avec une forte natalité, donc il y a donc une augmentation importante de la population. Donc là, nous pouvons souligner que parmi les 48 wilayas que comprend l'Algérie, nous avons 32 wilayas qui ont déjà 10 ans de transition démographique. 9 wilayas, 5 ans de transition démographique et 7 wilayas n'ont pas encore amorcé cette transition. Pourquoi en fait avoir souligné ça? Pour dire que cette transition n'a pas été amorcée par le fait, en plus justement du déficit en matière de prise en charge des populations, il faut penser à l'accès inégalitaire aux ressources et au développement, notamment au niveau des régions du Sud. Donc là, pour la transition, d'ailleurs là, certaines statistiques que j'ai reprises, nous avons 7 wilayas qui sont supérieurs à la moyenne 4,19 pour 1000 habitants moyenne nationale en matière de décès, 20 wilayas inférieurs à 4,19 et le reste autour des 4,19. Donc il y a toujours, jusqu'au jour d'aujourd'hui, des situations de précarité et de développement. Inégalité au niveau de la couverture sanitaire. Donc nous allons apprécier la couverture sanitaire à travers 4 indicateurs. Le premier indicateur, c'est les infrastructures sanitaires que nous allons estimer à travers le nombre de lits d'hospitalisation. Mais on touchera aussi à ce qu'on appelle les infrastructures extra-hospitalières. Et puis nous allons apprécier aussi à travers les ressources humaines et puis surtout les équipements lourds. Pour les infrastructures sanitaires, donc nous allons présenter le tableau suivant. Donc, qui représente les ratios régionaux en lits d'hospitalisation. Je prends juste un exemple important. Par exemple, au niveau du haut plateau, on arrive même à atteindre le ratio national, la moyenne nationale qui est de 1,81. Donc, il y a une faiblesse. Mais par exemple, au niveau du centre, effectivement, il y a le ratio plutôt, il est de 15,5 et a atteint 2,9, parce que c'était des prévisions à l'époque, pour l'année 2009. Néanmoins, il y a un manque. Pourquoi? Justement, c'est par rapport à cette désertification au niveau du sud. Donc nous avons toute la population qui se rabat vers le centre, donc les services de santé n'arrivent pas à satisfaire la demande. Inégalité au niveau de la couverture sanitaire. Donc, nous avons constaté une égalité d'accès aux soins, donc une grande disparité entre les wilayas. L'analyse par wilaya montre que 29 d'entre elles, d'ailleurs au sein d'une même région, il y a des disparités entre les différentes wilayas constituant cette région. Ont un ratio inférieur au ratio national contre 19 seulement avec un ratio supérieur. Les inégalités, bien entendu, vont s'accroître, notamment avec l'implantation des cliniques privées dans les wilayas les plus riches. Donc, on va encore renforcer la concentration au niveau des grandes villes, sans oublier de citer justement l'éloignement et l'enclavement des régions. Pour les structures de proximité, il y a eu, je dis tout à l'heure, il y a eu une prise de conscience des pouvoirs publics pour justement rapprocher les soins des populations par rapport à la situation d'enclavement et d'éloignement. Néanmoins, il y a eu, d'ailleurs, ils ont créé ce qu'on appelle les EPSP, les établissements publics de santé de proximité. Donc, ils ont carrément dissous les structures hospitalières et les ont fragmentées pour créer les soins de proximité. Néanmoins, là,
il faudra renforcer leur autonomie. Effectivement, ils les ont créés, mais sans qu'ils leur donnent une autonomie pour qu'ils puissent agir d'une manière efficace au niveau local. Pour les ressources humaines aussi, globalement, il y a eu donc une production, une augmentation des effectifs de soignants, depuis 62 jusqu'à donc là 2015. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de calculer les ratios par région et de calculer aussi les ratios par rapport à certaines spécialités où il y a réellement un manque. Tels que, là j'ai cité quelques ratios pour quelques spécialités, donc telles que la cardiologie, la gynécologie, la pédiatrie, l'imagerie médicale, ou encore des soins hautement spécialisés tels que la cancérologie, la greffe et la chirurgie cardiaque. Donc il y a un manque flagrant au niveau de certaines spécialités. Pour les équipements lourds, là le constat est très frappant. Donc si je prends juste le cas du scanner, donc nous avons un ratio de 1 scanner pour 222 331 habitants. Et l'IRM, c'est encore plus frappant. Donc, nous avons un IRM pour 2 millions et plus d'habitants. Donc, vous voyez donc l'effort qu'il y a lieu de faire, que ce soit au niveau national et encore plus au niveau régional. Parce que là, l'IRM, généralement, il y a au niveau des grandes villes, au niveau des CHU. Donc, toute cette étude pour arriver à dire à la nécessité d'une planification sanitaire régionale. Donc, quelles mesures ont été engagées? Il y a eu, j'ai dit tout à l'heure, une prise de conscience. Il y a eu effectivement des mesures, je dirais des innovations qui ont été faites, mais ça reste à l'état embryonnaire. D'abord, la régionalisation. Ils ont pensé à créer des régions sanitaires. Donc, il y a eu le sud-est, l'est, sud-ouest, ouest et centre du pays. Donc, il y a eu création de 5 régions sanitaires. Il y a eu création aussi de l'Agence régionale de la santé. Il y a eu création du Conseil régional de la santé. Il y a eu création de l'Observatoire régional de la santé. Et chacun de ces organes a bien entendu un rôle spécifique à lui. Mais néanmoins, en fait, ça reste je dirais, elles ne sont pas encore opérationnelles sur le terrain. Sur le terrain, rien n'est encore fait. D'ailleurs, même la révision de la carte sanitaire, qui date de 1983 jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle devrait être révisée. Elle a été soi-disant révisée, mais au fait, elle ne prend pas en considération les besoins réels de chaque région. Donc, là, j'ai essayé de déceler quelques faiblesses au niveau des dispositifs qui ont été mis en place. La région sanitaire n'est pas développée, donc il n'y a pas du tout une organisation par rapport à une trame hospitalière à mettre en place, à une organisation managériale de subsidiarité à mettre en place, donc elle reste peu développée. L'absence de facteurs forts au niveau local. On a mis effectivement la région, mais il n'y a pas de responsabilité attribuée à la gestion de cette région-là. La limitation de la décentralisation, on n'a pas donné d'autonomie réelle à ces organes pour qu'ils puissent agir d'une manière efficace sur le terrain. Le Conseil régional de la santé, l'Observatoire régional de la santé, les responsabilités opérationnelles sont limitées et ils remplissent plutôt un rôle consultatif. Et puis encore plus, là je citerai les DSP, les directions de santé des wilayas, parce qu'au niveau de chaque wilaya, nous avons un organe qui est le relais principal entre le ministère de la Santé et la région locale, mais en fait, son activité, pour moi, je la considère comme boîte aux lettres qui reçoit et qui envoie du courrier, pas plus. Donc, la conclusion, c'est d'abord la nécessité de prise en compte des besoins réels de la population à partir des données épidémiologiques et intégrer les éléments propres au territoire. Le territoire peut être vu comme un élément structurant de l'organisation de soins, tel qu'on l'a vu au niveau de la théorie. Prise en compte des déterminants sociaux de la santé, parce qu'on avait dit que ce n'est pas le seul apanage du secteur de la santé, mais il y a d'autres déterminants. Donc il faut avoir l'approche intersectorielle de la gestion
de la santé. Le passage qui va nous permettre justement de raisonner en termes de logique de soins, plutôt de passer d'une logique de soins à une logique de santé publique. Donc appréhender la santé selon une approche populationnelle et approche globale de l'environnement. Et voilà, merci. Merci vraiment pour cette présentation. Nous sommes dans le concret. Moi j'aime bien les études qui nous renvoient sur des éléments concrets parce que ça touche notre quotidien. Et vous avez mis en avant les deux raisons principales et je pense que ça sert de fil conducteur. La question du développement territorial et puis l'offre de soins. Et ce que vous avez mis en avant, vous avez compris également par ça, c'est l'impérieuse nécessité de tenir compte d'autres données que des données sanitaires, mais des données socio-économiques pour parler donc de la question de santé des populations. Alors, le cas algérien nous ramène à plusieurs constats que vous avez mis en avant. Et d'abord, merci aussi pour les approches théoriques qui permettent d'éclairer un peu notre paysage. Vous êtes parti de 3 entrées principales sur lesquelles je reviens rapidement, de la théorie des liens centraux, et que vous avez essayé de mettre en avant pour montrer l'organisation des espaces. Et donc, c'est important, ceux qui ont fait un peu de la géographie aussi, de comprendre un peu comment les choses se bâtissent à ce niveau. Vous êtes parti sur le modèle de cristallin. Et là aussi, donc, vous avez montré, et c'est important de voir le système des équilibres de l'organisation territoriale, et puis avec ce que vous appelez la macrocéphalie. Et donc, comment ça peut être engendré, mais dans un système où il y a l'équilibre qui existe. Donc, c'est un modèle, bien sûr, théorique, hein, mais qui permet de voir que si un élément tombe en panne, ça peut créer de la céphalie, donc de la macrocéphalie. C'est important de voir comment une approche géographique peut être appliquée aux questions sanitaires. Et vous avez fini dans la troisième approche par le principe de subsidiarité. Et c'est important aussi de l'appliquer au domaine de la santé pour voir comment les différents niveaux doivent être organisés pour que la santé soit la plus efficiente par rapport au territoire. Alors, dans le cas algérien, vous êtes parti après ça sur 3 entrées. La situation de l'Algérie, la mesure des solutions apportées et aussi, donc, je dirais, l'évaluation pour voir est-ce que ces mesures sont efficientes dans les solutions qu'elles sont censées apporter. Alors, je pense que nous avons la réponse dans la question qui est posée à travers votre étude. On voit bien évidemment que les indicateurs montrent en tout cas une évolution, je dirais, sensible, positive de la santé globale. Mais en même temps, vous avez souligné le fait que, à part endroit, ce n'est pas aussi réel que ça, parce que c'est une photographie. Au-delà de la photographie, il faut voir la réalité des choses sur le terrain. Donc, on voit effectivement des disparités. Vous avez mis en avant, donc, au-delà des indicateurs, donc, qui montrent justement, en termes d'équipement, par exemple, une insuffisance d'équipement, notamment des équipements lourds, au niveau donc des systèmes d'organisation sur le territoire, des unités qui sont créées mais qui sont insuffisantes. Mais au-delà de l'insuffisance, vous avez interrogé après la pertinence, le fonctionnement, la liberté, la dotation en moyens humains et en moyens, je dirais aussi, matériels. Donc on voit en effet, dans les différents éléments, on ne revient pas forcément sur tout, la création des structures de proximité. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vous avez montré le pendant, et ces structures qui sont créées, l'ARS, parce que nous avons l'ARS en France, par exemple, aussi l'Agence régionale d'hospitalisation, qui est rodée. Donc là, vous avez dit, c'est créé, mais le fonctionnement n'est pas aussi réel que ça. Les unités de proximité sont créées, mais la couverture géographique n'est pas aussi évidente. Mais au-delà de ça, ces structures n'ont pas toute la délégation qu'il faut. Mais au-delà de la délégation, la question donc d'équipement en personnel et puis en moyens. Donc voilà, je pense que vous nous revenez en disant globalement que il y a une nécessité d'une prise en compte, d'une répartition équilibrée du territoire et surtout une nécessité d'intégrer dans le système sanitaire les données sociales et les données économiques parce qu'il y a d'autres déterminants qui influent sur la santé donc des populations. Merci vraiment pour cette présentation qui est synthétique et très opérationnelle, mais là aussi avec des éléments théoriques parce que j'ai encore en mémoire votre présentation de l'an dernier ici. Et donc on va passer à la question des contributions, réponses et questions courtes de telle sorte qu'on puisse avoir un temps pour ceux qui veulent ne pas fumer et ceux qui veulent boire. Alors, monsieur d'abord là-bas, vous avez demandé la parole tout à l'heure et après, devant ici, 2 questions ou observations courtes et puis on va y aller. Bonjour et merci pour votre intervention. Elle est pertinente. Cependant, est-ce que vous avez une idée tout d'abord du budget réservé pour l'enveloppe budgétisée pour la santé? Parce qu'avant tout, il est question de sous. Le problème vraiment
implanter des centres de soins, surtout au niveau des hôpitaux, il y a encore du manque à gagner. C'est-à-dire, et notamment au niveau d'une certaine technologie de pointe. C'est au niveau de la cardiologie, au niveau de la cancérologie, au niveau de la chimiothérapie, et j'en passe. Alors, la première des choses, le nerf de la guerre, ce sont les sous, c'est l'argent. Alors, si ces deux-là, on peut savoir si on peut aller plus loin. Et puis aussi, j'étais un peu surpris du fait religieux que vous donniez la natalité des 100 à 1,4 ou 1,5 vers 2025. Un peu étonné parce que quand même, est-ce que le fait religieux n'est pas, enfin, est-ce qu'on n'est pas allé à l'encontre d'une certaine natalité que le fait religieux, lui, voit autrement. Voilà, merci. Ok, merci. Moi, j'ai juste peut-être une ou deux questions. En tout cas, je suis très content par rapport à votre présentation et notamment votre approche en tenant compte de déterminants sociaux pour parler des questions de santé. Je vais poser peut-être la première question, c'est que finalement, dans l'état de lieu que vous donnez, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, et c'est peut-être une question qui concerne beaucoup de pays en Afrique, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Algérie a une politique nationale de santé? Aujourd'hui, avec tous les mimétismes qu'on connaît, tout ça, là, ça c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'était juste concernant les différentes inégalités que vous avez relevées. Mais par après, j'ai vu que vous avez éclaté un peu les questions concernant les équipements et tout ça. Parce que moi, j'étais en train de me dire que est-ce que mesurer l'inégalité seulement en fonction du nombre de lits, je pense que c'était pas suffisant. Parce qu'il fallait voir aussi le problème du personnel, il fallait voir l'offre de soins, la qualité, ainsi de suite. C'est ce que j'attendais aussi voir. Mais après, il y a des éléments relatifs au RH que vous avez essayé un peu de développer. Mais surtout, la grande question, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie a une politique nationale sanitaire de santé? Voilà, j'en ai fini. Je vais couper les deux questions parce que ça va de pair, puisqu'il a posé la question du budget. Donc, s'il y a une politique publique de santé, cela veut dire que c'est accompagné d'un budget. Et donc, est-ce que vous pouvez nous répondre sur ces deux questions qui en forment une, mais plus consistante, s'il vous plaît? En fait, moi personnellement, j'aime pas quand on parle de sous. Parce qu'à mon sens, c'est beaucoup plus une question d'allocation efficace de ces ressources qui pose problème. D'ailleurs, même dans le cadre de la gestion hospitalière, au niveau micro, c'est un problème de gestion et de fonctionnement de ces ressources qui se posent. Quand on n'a pas d'objectif bien précis, on ne peut pas mettre le budget à associer à telle ou telle activité, à tel ou tel objectif. Le problème qui se pose en Algérie, même quand on parle de la création, bien l'organisation, le développement d'un territoire de santé, au fait, il n'y a pas des études au préalable qui ont été faites. Il n'y a pas des études. Donc on reste toujours dans l'aspect flou. Il y a une volonté pour rénover, il y a une volonté pour aller de l'avant, mais on ne se base pas encore sur des études empiriques, sur des analyses, en prenant en considération des analyses multivariées des différents déterminants, les éléments du territoire, les éléments qui se rapportent à la population, les éléments qui se rapportent à l'environnement économique, social, etc., pour mettre en place une stratégie efficace. C'est pour cela, à chaque fois qu'on avance, on retourne en arrière. Voilà. Donc, c'est pareil pour la politique. Voilà. C'est pas qu'il n'y a rien. Il y a, mais en fait, il y a une priorité. Maintenant, par exemple, on se focalise beaucoup plus sur ce qu'on appelle les maladies qui coûtent trop cher. Telles que, par exemple, il y a actuellement la nécessité de mettre en place un plan cancer. Un plan cancer de 2014 à 2019.
Hein. Mais, parce que là, moi personnellement, je travaille là-dessus. Il va y avoir une évaluation par rapport à la première année d'application de ce plan. Il n'y a pas, au fait, une étude terrain par rapport à voilà, un échantillon du sud, un échantillon du nord, un échantillon au niveau plateau. Quels sont, parce que si je parle du cancer comme maladie hein, grave et qui coûte cher à l'État, ce n'est pas parce que il y a ce qu'on appelle la pollution qui intervient, il y a ce qu'on appelle l'alimentation qui intervient, il y a différentes causes. Or, la santé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle se charge seule de la stratégie de la santé. Il n'y a pas une approche multisectorielle. Parce que mettre en place une politique de santé, il faut qu'il y ait le partage de tout l'environnement, de tous les acteurs qui interviennent. Donc, c'est pas une... Oui. S'il vous plaît. Si vous permettez, monsieur le peuple, trois choses. Être en bonne santé, c'est-à-dire santé mentale, physique et le bien-être. Ouais. Voilà. C'est la définition de l'OMS. Numéro 1, tout État qui se respecte, quel qu'il soit, Oui. soit africain ou américain, vraiment, Droit à la santé. il doit viser vraiment la santé, l'éducation et l'économie. Effectivement. Sinon, bon, on reste dans l'expectative. Effectivement. Madame. Ouais. Moi, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais par rapport à mes observations, par rapport à ce qu'a expliqué Madame Boyosset, je pense qu'on est dans une sphère de gestion de feu. Dans le domaine de la santé, il n'y a pas vraiment une gestion prévisionnelle et il n'y a pas un partage d'informations par rapport à d'autres secteurs. Donc il n'y a pas une certaine coordination. On gère le feu et même par rapport à la budgétisation, c'est vraiment des budgets de fonctionnement, ce n'est pas des budgets de développement ou de vision stratégique à long terme. Donc même ces plans-là, ce sont des plans préventifs par rapport à des maladies qui ont vraiment pénétré dans la population de façon très ravageuse. Ok, donc juste pour rebondir sur la question de la santé pour les régions enclavées, le programme qui a été mis en place récemment dans le cadre justement des désenclavements de ces régions-là pour justement combler le déficit en matière de ressources humaines spécialisées dans certaines régions, au lieu de former et de répartir le personnel d'une manière efficace, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont réfléchi ce qu'on appelle à la mise en place de la télémédecine. La télémédecine en Algérie. Bon, ok, la télémédecine en Algérie, mais il me semble, hein, parce que comme dit Pasteur, je commence directement par l'expression de Pasteur. Pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Il est plus facile de greffer un pommier sur l'orme, mais il faut d'abord le planter. Il n'y a pas l'infrastructure informationnelle. Il n'y a pas des techniciens spécialisés pour gérer ce type de problème de diagnostic à distance de très haut niveau. Donc comment réfléchir? Dès maintenant, ils ont lancé le programme. Il y a des budgets qui ont été mis en place. Mais le résultat sera quoi? Et je leur ai dit, hein, je leur ai dit. Ah. Oui. Alors, je vous pose une dernière question avant la pause. Je reprends la question du monsieur, mais on n'y est pas parce que vous avez parlé du fait religieux, mais je n'ai pas très bien compris, mais je l'apprends justement parce que nous sommes en France et puis quand on parle du système sanitaire, nous avons parfois des fantasmes réels ou supposés par rapport au fait religieux. Quelle incidence ça peut avoir sur la politique sanitaire? Donc, parlant de l'Algérie, c'est intéressant de nous dire un ou deux mots dans cette politique-là, qu'elle soit complètement mise en œuvre ou pas, mais en tout cas, il y a des choses qui existent. Quelle est la place du fait religieux? En fait, justement, pour l'aspect religieux, il est laissé au libre choix de la population. Donc, en fait, l'État ne veut pas carrément parler ouvertement, franchement, de cette situation. Mais il y a ce qu'on appelle la prise en charge maternelle et infantile pour sensibiliser les femmes, ce qu'on appelle faire le planning des natalités, etc. Donc, il y a une sensibilisation qui se fait dans ce sens. Voilà. Merci Madame Boyosset pour votre présentation intéressante. Je voulais simplement ajouter et aller dans le sens des détails de sa présentation en parlant de structure. En fait, là, il y a un élément de plus en plus important que les auteurs sont en train de mettre en avant, c'est la culture d'entreprise, la culture organisationnelle en fait ici. Donc là, si nous parlons de l'ensemble du système organisationnel, nous avons les quatre principaux déterminants qui sont les objectifs. Il y a des objectifs dans le domaine de la santé. Il y a aussi les domaines techniques qui sont insuffisants d'après les ratios. Il y a le domaine également structure.
Et là, apparemment, on va vite vers la structure. Mettons une structure, Voilà. achetons du matériel technique, etc. Et on oublie l'élément clé qui doit être en harmonie avec le reste, c'est la culture. La culture, c'est-à-dire quand on parle de culture, c'est l'aspect comportemental. C'est-à-dire que là, comment d'accord. former le personnel au management de la santé. C'est-à-dire vraiment là, nous serions au cœur un peu de l'axe de progrès un peu pour ce type de secteur. On va vers les choses faciles puisque il y a des achats à faire et voilà, il y a une fuite en avant tout à fait. Et ce n'est pas seulement pour la santé, dans les pays en développement, au Maghreb en particulier, il y a cet aspect, cette tendance à aller vite vers la solution de facilité, acheter, mettre en place une structure et l'appeler avec un nom très très voilà. Merci pour cette première partie. On conclut bien parce qu'on touche l'humain, former le personnel au management de la santé, le personnel encadrant et aussi politique organisationnelle de toute cette politique publique.